que toutes nos pensées sont déjà le résultat d'un premier travail du futur. Cette pensée consciente n'est que le résultat d'une pensée inconsciente qui a fabriqué un potentiel. Et quand nous pensons, c'est déjà le résultat d'un potentiel qui a été fabriqué dans le futur à partir d'une pensée inconsciente. Dès lors que vous pensez quelque chose, et on pense toujours à quelque chose, on fabrique instantanément la conséquence de cette pensée. Ensuite, il suffit de la vivre. Que vous pensez quelque chose, tout votre corps enregistre cette pensée. Il y en a qui détruisent leur corps par leur pensée sans le savoir. Pourquoi les enfants ont des informations bien plus grandes que n'avaient les enfants d'il y a un siècle ou deux, ou alors un millénaire? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'heure actuelle qu'on ne comprend pas. Monsieur Garnier-Mallet, bonjour. Bonjour. Alors, de nombreux auditeurs ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre lors de cette émission, en raison du temps d'antenne, tout simplement. Alors, je vous remercie beaucoup de nous permettre de poursuivre ici cet entretien. Alors, beaucoup d'auditeurs ont posé des questions par mail, et voilà, je vais m'en faire l'écho. Donc déjà, beaucoup de questions autour de ces sujets. Comment contrôler le futur, Jean-Pierre Garnier-Mallet? Ah, ça, c'est la question essentielle, qui en fait est vraiment la base de tout, c'est contrôler l'énergie que nous avons, qui est notre pensée. Car notre pensée est énergie, et c'est elle qui fabrique nos futurs potentiels. Donc dès lors que l'on contrôle notre pensée, on arrive à fabriquer un futur correspondant à nos souhaits, nos désirs, nos envies, et de ce fait, ce contrôle demeure indispensable. Alors, autre question qui suit celle-là, évidemment, comment vivre le potentiel? Comment vivre le potentiel? Parce que nous dites on fabrique ce potentiel. Comment vivre ce potentiel que l'on fabrique? Alors, il y a deux choses à voir. D'abord, la fabrication du potentiel qui se fait par notre propre pensée. Instantanément, dans des ouvertures temporelles imperceptibles, nous avons la création de ce futur. Mais c'est dans un temps imperceptible. C'est-à-dire, si nous commençons à contrôler notre pensée, que déjà la suite de cette pensée est fabriquée et que nous en avons la synthèse qui nous pousse à nous posséder de façon consciente une autre pensée. C'est-à-dire que toutes nos pensées sont déjà le résultat d'un premier travail du futur dans une ouverture temporelle imperceptible, et il faut contrôler l'incontrôlable, puisque cette pensée consciente n'est que le résultat d'une pensée inconsciente qui a fabriqué un potentiel. Vous voulez dire que nos pensées viennent du futur quelque part? Notre pensée vient du futur. C'est-à-dire, au départ, nous pensons, nous-mêmes nous pensons, mais dans un temps qui ne nous permet pas de savoir que nous pensons. C'est de l'ordre de quelques millièmes de seconde avant que nous sachions que nous pensons. Et quand nous pensons, c'est déjà le résultat d'un potentiel qui a été fabriqué dans le futur à partir d'une pensée inconsciente. Alors vous voyez bien que c'est assez compliqué de contrôler cette pensée. En plus, nous en avons une mémoire qui fait que cette mémoire du futur devient un passé. Et c'est comme si ça remplissait notre conscience et que cette conscience nous pousse à faire quelque chose. Mais tout ça, vous voyez bien que c'est dans un domaine qui n'est pas conscient. Et que de ce fait, nous sommes tributaires de tout ce que nous pensons, consciemment ou inconsciemment. Alors souvent, très souvent, M. Jean-Pierre Garnier-Mallet, vous dites qu'on actualise le potentiel. Ça veut dire quoi exactement, actualiser son potentiel? C'est-à-dire que vous mémorisez un potentiel dans un temps que vous n'avez pas le temps de percevoir, qui vous pousse à faire quelque chose. Et vous avez une envie, un désir ou une nouvelle pensée qui en fait est déterminée par cet inconscient. Cet inconscient qui fabrique le futur. Car vous voyez, comme je viens de dire, oui, dès lors que vous commencez à penser, vous ne savez pas que vous avez déjà commencé, que le futur correspondant est fait. Donc votre pensée consciente n'est que le résultat de cet inconscient. Alors, je comprends bien comment ça se passe, parce que se passe-t-il? Parce que quand quelqu'un actualise mon potentiel, ou si j'actualise le potentiel de quelqu'un d'autre, on voit bien que tout ça devient extrêmement complexe. Et c'est que le futur est collectif. Ce qu'on appelle en fait généralement un égrégore. Mais tout ça, c'est... N'importe qui peut fabriquer n'importe quoi. Il suffit de penser. Donc on pense tout le temps. Pour vivre, on pense. Donc chaque seconde nous amène un potentiel.
Il y a des milliards de potentiels que l'on peut actualiser. Et évidemment, chaque fois que l'on pense à quelque chose, ce potentiel a déjà été fabriqué avant, évidemment. Donc nous avons le résultat instantanément de tout ce que nous pensons à l'heure actuelle. Mais normalement, la loi est telle, la loi scientifique est telle, que lorsque vous pensez, vous ne pouvez actualiser la conséquence de cette pensée qu'après un délai de 40 jours. La fameuse quarantaine dont je vous ai parlé. Et cette quarantaine est tout à fait scientifique. Elle est connue depuis la nuit des temps, oui. Mais j'ai pu la démontrer, la durée exacte, qui est dans 39 jours 27. Cette durée est très importante, ça veut dire que quand je veux quelque chose, j'ai la possibilité de l'avoir 40 jours après. Alors là, c'est tout à fait récent, c'est parce que nous vivons la fin d'un cycle des temps que nous avons toujours la possibilité d'avoir la conséquence de nos pensées. Car avant, pendant le cycle, ces ouvertures temporelles étaient souvent fermées et ne permettaient pas d'actualiser le potentiel. Vous voulez dire, on vit une période particulière? Ah, très particulière. En effet, toutes les ouvertures temporelles sont grandes ouvertes, et dès lors que vous pensez quelque chose, vous allez le vivre. Et comme personne ne contrôle sa pensée, vous voyez qu'il y a un danger terrible sur la planète. Oui, alors ce que vous nous dites aussi, c'est qu'une idée, même si on ne l'énonce pas, elle existe, elle ne reste pas seulement dans notre tête. C'est ça. C'est ça qui peut être très épanouissant et très dangereux. Et très dangereux aussi. Parce que s'il y a un manque de contrôle de notre pensée, nous fabriquons des potentiels qui seront récupérés soit par nous, soit par quelqu'un d'autre. Mais le drame, c'est que si c'est récupéré par quelqu'un d'autre, nous sommes responsables de ce quelqu'un d'autre. Puisqu'il va vivre en fonction d'un potentiel que j'ai créé. Donc vous voulez dire à partir du moment où une idée est dans la tête de quelqu'un d'autre peut la recevoir? Oui, mais il y a des conditions, évidemment. Il y a des conditions, il faut que les potentiels soient communs. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui veut actualiser un potentiel ait évidemment les mêmes pensées que celui qui a créé le potentiel. Il faut rentrer dans la même optique. Si vous pensez complètement différemment, vous ne pouvez pas actualiser le potentiel de quelqu'un d'autre. Exemple. Oui, exemple. Si je pense à faire quelque chose de très violent vis-à-vis d'autrui, et que ce potentiel existe donc, quelqu'un de calme, de pacifique, ne pourra absolument pas actualiser ce potentiel. Inversement, si quelqu'un n'a jamais eu une pensée violente, il n'a fabriqué aucun potentiel de violence, eh bien, son potentiel sera bénéfique pour tout le monde. Alors vous parlez de la violence, on pourrait évoquer le problème de la peur, on peut avoir peur pour quelqu'un. Est-ce qu'on actualise quelque chose avec Dès lors que vous avez peur, dès lors que vous avez un doute sur l'avenir, vous actualisez cette peur et ce doute. Mais vous avez un délai, je vous l'ai dit, qui est de 40 jours. Comment se souvenir 40 jours après que la peur que vous êtes en train de vivre, vous l'avez fabriquée 40 jours avant? C'est ce manque de mémoire qui nous tue. Le rôle du passé, il y en a beaucoup question dans les questions des auditeurs. Et alors je vais essayer de le résumer, la demande qui a été faite. Ils disent qu'ils comprennent que dans notre présent, nous puissions préparer notre futur, mais comment peut-on revenir en arrière et quel est le rôle du passé exactement? Voici un peu en résumé la question qu'on a beaucoup rencontrée. Alors il faut définir le mot passé. Il y a d'abord le fait de fabriquer un futur, un potentiel, et que vous allez mémoriser. Cette mémoire va vous donner l'impression que c'est du passé, déjà, puisque vous mémorisez un futur. Cette mémorisation est un passé qui vous donne l'impression d'un vécu, d'un déjà vu, d'un déjà entendu. Et puis il faut dissocier le passé vécu réellement, c'est-à-dire par exemple les siècles écoulés. On a une histoire. Ce passé-là a fabriqué en son temps des potentiels. Les potentiels des gens qui vivaient à cette époque-là ont fabriqué des futurs. Ces futurs peuvent encore être certains futurs peuvent être encore à notre disposition. Donc en fait, ça va vous donner l'impression, si vous arrivez à vous souvenir de ces potentiels, ça peut même aller jusqu'à donner l'impression d'une vie antérieure, puisque vous allez revivre quelque chose qui n'a jamais été vécu. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la possibilité d'avoir des vies multiples. Ça, c'est un autre discours qu'on laisse pour l'instant à ceux qui s'y intéressent d'une autre façon
parce que scientifiquement, ce n'est pas tellement abordable. Mais déjà, vous voyez que le fait que la science reconnaisse la possibilité de la décorporation, et que même en France, ça soit publié dans une revue importante, ça c'est primordial. Parce que qu'on ne puisse pas comprendre que la vie consiste à faire des échanges d'informations entre mondes différents, à savoir ce fameux passé dont vous parlez, qui engrange notre mémoire, ce futur que nous fabriquons par nos pensées, cet échange d'informations passé, présent, futur est indispensable pour vivre. Tout le monde vit avec cet échange. Et cet échange permet de faire des choses instinctives et intuitives. Les animaux en sont la preuve. Qu'est-ce qui nous tue dans cette application? C'est notre intellect. Nous réfléchissons beaucoup trop. Au lieu d'appliquer des choses instinctives et intuitives, nous préférons raisonner et tuer notre instinct et notre intuition. Vous parliez tout à l'heure de la mémoire de notre corps. À force de ne pas faire attention à nos instincts, notre corps se détruit et arrivent des maladies. Ça ne veut pas dire que la maladie est la conséquence directe de nos pensées, parce que nous savons tous que nous finirons par mourir un jour ou l'autre. Mais ne faut-il pas vivre le plus longtemps possible pour justement fabriquer le meilleur potentiel possible pour l'humanité? On pense trop, M. Jean-Pierre Garnier-Mallet. C'est vrai que tout ce que vous nous dites, c'est un petit peu compliqué. Il y a une façon de le vivre très simplement au jour le jour. C'est ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est chacune de nos pensées nous crée le futur correspondant. Que comme nous sommes incapables de contrôler notre pensée toute la journée, il faut le soir, avant de nous endormir, essayer de faire un retour sur cette journée pour pouvoir, au cours de la nuit, arranger tout le futur que nous avons dérangé. Et nous repartons le lendemain toujours un jour meilleur. Et ma foi, si demain est toujours meilleur qu'aujourd'hui, nous finissons par avoir des jours de plus en plus confortables. Autre question d'auditeur, M. Jean-Pierre Garnier-Mallet. Pensez-vous que notre corps possède une mémoire? C'est là où justement, bien sûr, voilà une chose très importante. Dès lors que vous pensez quelque chose, tout votre corps enregistre cette pensée. Il y en a qui détruisent leur corps par leur pensée sans le savoir. Parce que cette énergie que l'on gaspille sans le savoir par nos pensées, on peut très bien l'utiliser à des fins personnelles de façon à avoir un équilibre permanent. Bien sûr, c'est difficile de contrôler sa pensée tout le temps. Quand on y arrive plus de 5 minutes, c'est déjà pas mal. Mais si vous contrôlez votre pensée, le futur que vous allez avoir est un futur qui va vous faire plaisir. Évidemment, votre corps, il va avoir ce plaisir, car c'est votre corps qui enregistre les pensées qui vous viennent en retour. Et on peut même dire plus que ça, c'est l'eau de votre corps qui enregistre ça. Et cette eau sert de mémoire à votre corps. Vous savez qu'on est constitué de presque 95% d'eau, puisqu'on dit qu'un adulte a à peu près 65% d'eau. C'est sans compter des éléments qui, dans notre corps, contiennent aussi de l'eau, comme les protéines, par exemple, qui contiennent 98% d'eau, qui ne sont pas dans les 65% d'eau de notre corps. On pourrait dire que nous sommes en fait de l'eau et de l'information. Nous avons l'information pour faire une chimie de l'eau. La chimie de l'eau, c'est notre mémoire. Donc on peut récolter des informations en fabriquant un futur par une espèce d'écho. On reçoit en retour de façon instantanée la conséquence de nos pensées, on l'enregistre dans notre corps. Si vous n'en avez pas conscience, votre corps a conscience de cette mémoire. Donc si vous passez votre temps à être dans la peur, à être dans l'angoisse, à être dans le doute, à avoir peur de l'avenir, être stressé et autres, votre corps finit par vous le dire. Il mettra du temps, il va se dérégler, il n'est pas fait pour ça. Car dans notre corps, une cellule qui considère qu'elle est soit inutile, soit dangereuse, se suicide. Ça s'appelle l'apoptose. Elle est programmée pour ça. Si vous la déprogrammez en lui faisant croire qu'elle est utile ou qu'elle n'est pas dangereuse, elle va elle-même essayer de rechercher son propre futur et elle va devenir, dans votre corps, un élément dangereux, source de maladie. Donc vous voyez que la mémoire d'un corps, la mémoire de nos cellules est très importante. En plus, nous venons sur Terre avec une mémoire. Ça, c'est encore un autre problème, puisque notre ADN est comparable au niveau de la double hélice à la double hélice du mouvement de dédoublement qui forge tout le système solaire dans lequel nous vivons. On peut dire qu'on dépend du Soleil, mais le Soleil dépend de nous.
c'est réversible. Tout ça est très simple, il ne faudrait pas se perdre dans des complications. Autre question d'auditeur, M. Jean-Pierre Garnier-Mallet. Comment faites-vous le lien entre les planètes, les équations et le fait de penser à faire à autrui ce que l'on voudrait qu'autrui pense à nous faire? Ah oui, il y a un résumé à faire qui est, en l'espace de 1 minute ou 2, ça ne va pas être trop commode, mais disons quand même une chose, c'est que le futur se crée dans la mesure où le dédoublement est fait pour vivre. Il ne faut pas prendre l'inverse. Nous ne sommes pas au service de la science, c'est la science qui est à notre service. Si nous sommes sur Terre, là, en ce moment, c'est tout simplement parce que nous bénéficions de cette loi du dédoublement. À savoir, nous ne sommes pas idiots. Quand nous voulons aller explorer un univers, nous nous dédoublons. Pourquoi? Nous allons aller dans l'univers en explorateur en risquant de prendre des coups de bâton, et nous laissons un autre nous-mêmes à la frontière de cet univers pour conserver notre mémoire. Ce qui fait que des échanges d'informations entre celui qui ne risque rien à l'extérieur et celui qui est à l'intérieur va permettre, à la fin du dédoublement, d'avoir une mémoire différente, une mémoire nouvelle, mais sans avoir perdu l'acquis. Car si nous allions sans nous dédoubler dans un univers nouveau, évidemment, nous risquerions de perdre notre acquis sans avoir la possibilité d'avoir quelque chose d'intéressant dans cet univers. Donc le dédoublement est absolument indispensable. Ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est que le dédoublement, c'est la loi. Nous sommes le dédoublement. Nous sommes la conséquence d'une loi. Donc si vous prenez maintenant que nous sommes la conséquence d'une loi et que vous comprenez le pourquoi de cette loi, vous comprenez que ce qui est le plus important de tout, c'est l'échange d'informations entre ce double et nous-mêmes, et cet échange d'informations ne se fait que par des pensées. Ces pensées sont supportées par des particules qui apparemment n'ont pas de masse. Je dis bien apparemment n'ont pas de masse, ça c'est encore une science actuelle très, très pointue, parce que nous sommes à la recherche de ces particules sans masse, mais sans voir une chose, c'est qu'une particule sans masse peut être simplement la conséquence d'addition de particules, qui au total donne l'apparence de ne pas avoir de masse. Bon, tout ça, on n'est pas là pour faire un cours de physique ou de mathématiques. Pour ceux que ça intéresse, ils ont les publications scientifiques. Pour ceux qui seraient moins sensibles aux phénomènes scientifiques, à la lecture scientifique, ils ont aussi des livres de vulgarisation qu'ils peuvent lire. Et ma foi, l'important, c'est d'appliquer une loi. La loi est à notre service. C'est ça qui est le plus important. Monsieur Jean-Pierre Garnier-Mallet, question toujours le même auditeur, question assez pointue. Il dit, vous faites un lien entre les explosions solaires et l'accélération du temps, et vous demande quel est ce lien que vous faites. Attendez, c'est deux choses. Les explosions solaires en ce moment sont dans un domaine on ne comprend pas. Il y a d'un côté un manque d'activité au niveau des taches solaires et par contre une superactivité au niveau des explosions dans l'invisible. Tout ça laisse supposer que nous vivons une période assez cruciale. Évidemment, les scientifiques ne savent pas, pour la majorité, que nous vivons la fin d'un cycle de dédoublement du temps depuis l'explosion solaire du 13 mars 89. Ce qui fait que tout change au niveau de la perception des informations. Regardez, je le disais tout à l'heure, notre technique, comment elle évolue en l'espace de 10 ans. Elle évolue chaque jour presque comme 5000 ans. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose là qu'on devrait essayer de comprendre. Pourquoi ces informations nous arrivent-elles de façon plus performante maintenant? Pourquoi les enfants ont des informations bien plus grandes que n'avaient les enfants d'il y a un siècle ou deux, ou alors un millénaire? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'heure actuelle qu'on ne comprend pas. Il faut simplement voir une chose, c'est que ce soleil nous donne non seulement la chaleur, mais la vie, les informations vitales, et que comme nous recevons en ce moment des informations ahurissantes, le soleil a un comportement ahurissant. Alors il faut voir qu'il y ait une corrélation quand même entre le soleil et nous. Et je pourrais dire peut-être en conclusion la chose suivante. Vous voyez, scientifiquement, on a pensé que le soleil et la Terre, au niveau des perturbations, il n'y avait peut-être pas de lien. Il y avait une corrélation évidente, mais
la relation de cause à effet, on n'en était pas certain. Le soleil explose, la Terre de son côté vit son petit bonhomme de chemin. Et puis, on a quand même, maintenant, une petite certitude. Dès qu'il se passe quelque chose dans le système solaire, la Terre en a l'écho. Alors il ne faudrait pas raisonner comme ceux qui raisonnent d'une façon un peu attardée. Ça me fait penser à cette statistique qui prouvait que les avions avaient un mal fou à atterrir lorsque les voitures qui étaient autour ralentissaient. Alors on a essayé de comprendre pourquoi les voitures ralentissaient, les avions avaient du mal à atterrir. On a cherché, alors on ne comprenait pas. Il y avait peut-être corrélation en effet. C'est vrai, les voitures ralentissaient quand les avions avaient du mal à atterrir, mais on ne voyait pas de relation de cause à effet, un peu comme notre Terre et notre Soleil. Jusqu'au moment où un enfant a dit, mais c'est seulement les jours de brouillard que les voitures ralentissent et que les avions, en effet, ont un mal fou à atterrir. La cause était cachée. Était cachée parce qu'on n'avait pas fait le lien, c'est tout. Eh bien, nous avons un brouillard, nous, en ce moment scientifique, entre l'activité solaire et l'activité des hommes sur Terre. Eh bien, il faut lever le brouillard pour s'apercevoir que si nous modifions nos pensées, nous modifions notre soleil. Et si le soleil ne se modifie, nous modifions nos pensées. C'est tout bête. Il suffit d'y penser. Mais n'oublions pas une chose, la science est à notre service, le soleil est à notre service, la Terre est à notre service, parce que nous sommes à la fois la Terre et le soleil. Et ça pourrait être peut-être une conclusion. Oui, c'est une conclusion juste. Peut-être je me permets de vous poser la dernière question d'une auditrice, parce qu'elle est très jolie aussi cette question. Voilà une auditrice qui vous demande, il dit, le double dont vous nous parlez, est-ce que ce n'est pas une preuve de l'existence des anges gardiens? Non, non, le mot ange gardien est une toute autre notion. C'est une toute autre notion qui ne rentre pas du tout. C'est un développement ésotérique à partir d'une loi qui était certainement connue. C'est une déviation, disons, mais ce n'est pas, non, ce n'est pas dans mon langage du tout. Monsieur Jean-Pierre Garnier-Mallet, merci beaucoup. Et c'est vrai que quand vous nous parlez et quand on lit tout ce que disent les auditeurs suite à cette intervention que vous avez pu faire à la radio, il y a cet émerveillement et d'une façon générale, ils se demandent, ils ne comprennent pas pourquoi en fait, pourquoi est-ce que c'est peu connu, pas reconnu et si peu diffusé, si les principes physiques sont validés. Ça, c'est des questions qui reviennent vraiment. Pourquoi est-ce que c'est pas plus connu tout simplement? C'était connu à peu près en Europe jusque vers le 7e, 8e siècle. La dernière connaissance du double était donnée par les chevaliers des Templiers, mais au 7e siècle, il n'y avait encore aucun problème sur cette notion de double. Cette notion de double est très ennuyeuse parce que ça veut dire que chacun ayant un double, on peut dire que par rapport aux religions, nous avons un Dieu en nous. Il est évident que quand vous voulez imposer l'unicité d'un Dieu, c'est très gênant, car chacun peut avoir un lien direct avec une information créatrice qui est en lui. C'est ça la grande difficulté qui a fait que la science et les religions se sont développées chacun de leur côté en s'écartant de plus en plus. Alors qu'autrefois, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de science, il y avait simplement la loi. En grec, on disait le logos. Le logos, c'était simplement ce qui était logique. Et c'était aussi la loi. C'est la science à notre service. Il ne faut pas chercher plus loin. Il faut appliquer la science. Et quand on voit qu'elle marche, alors après, on peut essayer de comprendre comment ça marche. Mais nous sommes en ce moment dans une civilisation qui préfère d'abord essayer de comprendre avant d'agir. Alors que, comme cette science définit l'instinct et l'intuition, c'est justement pour agir sans réfléchir, en ayant une loi derrière qui permet de ne pas faire les erreurs du manque de réflexion. Mais cette réflexion, elle se fait dans un autre temps, avec une rapidité phénoménale. Eh bien, je peux même vous donner, en conclusion encore, quelque chose de scientifique. C'était Poincaré, un grand scientifique, qui a d'ailleurs permis à Einstein de faire sa théorie de la relativité. C'était un prodige, dans le sens qu'il n'avait pas besoin de calculer, il se posait une opération, et instinctivement, il avait le résultat. Il y a des gens comme ça. Et Poincaré, lui, il a eu la réflexion suivante. Enfin, on imagine qu'il a eu la réflexion suivante, parce que je simplifie quand même. Il s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moi-même qui calcule, qui prend le temps de calculer, et moi j'ai la réponse.
Et déjà là, il y a les prémices de la relativité. À savoir, je bénéficie de 2 temps pour vivre. Or, Einstein, avec la relativité générale, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené qu'on a en effet vérifié qu'il y avait des temps différents selon les observations. Et en particulier, le fait de bouger qui faisait que, par rapport à quelqu'un qui était immobile, on changeait de temps. Vous voyez bien que ces prémices de la relativité, qui sont ensuite devenues des lois conséquences, le dédoublement ne fait que compléter ces lois sans jamais les détruire. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Garnier. C'est moi qui vous remercie. D'avoir bien voulu répondre à cet ensemble de questions posées par les auditeurs suite à cette émission. Peut-être un dernier point pour ceux qui veulent aller encore plus loin, et je pense qu'ils vont être nombreux. Est-ce qu'il existe des livres qui vont pouvoir... Oui, il y a 2 livres de vulgarisation. L'un qui s'appelle « Changez votre futur par les ouvertures temporelles » et l'autre qui s'appelle « Le double, comment ça marche » qui est d'accès beaucoup plus facile. Mais pour ceux qui veulent à tout prix se satisfaire des équations, alors ils ont qu'à trouver les liens, et s'ils ne les trouvent pas, eh bien, ma foi, ils nous les demandent et je donne les liens scientifiques pour qu'ils puissent aller vérifier la justesse de ce que j'avance d'une façon qui peut paraître pour certains faire l'amalgame entre différentes choses. Il faut savoir que ça a été agréé par des scientifiques et que de ce fait, il faut commencer par lire pour voir si c'est agréable ou non. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Garnier. C'est moi qui vous remercie encore.